Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Eclipse, la face cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par Clack, agence d'Operating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financière, marketing ou commerciale. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute. Salut Samuel, je suis très heureux de t'accueillir sur ce podcast. Merci Kevin. Pour commencer, je te propose de te présenter WeMet avec quelques données un peu globales, tes chiffres et là où vous en êtes aujourd'hui. On passera ensuite sur un sujet spécifique lié à ta croissance, avec des difficultés que tu as pu rencontrer. Troisième partie sur les manières que tu as utilisées pour les contrer. Et enfin, un petit mot de la fin pour conclure tout ça. Ça marche. Du coup, je m'appelle Samuel Dassa. Je suis le cofondateur de WeMet. On s'est lancé en février 2020. Donc, on fait partie des Néfins qui ont décidé de se lancer juste avant le premier confinement. Très bonne idée. Exactement. Et donc, chez WeMet, on a créé la première carte de visite unique et connectée. L'idée de WeMet, de manière générale, c'est de créer et de révolutionner les relations professionnelles. C'est pour ça qu'on a créé la WeCard. C'est une carte qui permet de transmettre ces informations de façon 100% digitalisée, donc du coup de façon éco-responsable. On a actuellement un peu plus de 3000 clients, on va dire, en France majoritairement. Ça fait un peu plus d'un an qu'on existe. C'est bien. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe ? Alors on est deux cofondateurs, moi et Anna, du coup, avec qui on a fondé WeMet. On a une stagiaire en communication et marketing digital, et on a une associée externe qui nous aide pour toutes les questions un peu plus stratégiques, surtout au niveau du développement de la société. Ok, très cool. 3000 cartes du coup vendues aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on a 3000 personnes avec la carte sans contact. C'est ça, on a à peu près 3000 personnes avec une WeCard dans les mains en France et un peu en Suisse, en Belgique et en Espagne. On commence à aller, on va dire, dans les pays voisins. Il n'y a pas de barrière de toute façon en termes de frontières. Non, il n'y a pas de barrière en termes de frontières. Là, actuellement, il y a des barrières, on va dire, sanitaires. Ouais. Donc, du coup, c'est plus ça qui nous bloque. Mais notre carte, elle est bien évidemment universelle. Alors, universelle aussi par le fait qu'on peut aller sur n'importe quel smartphone. C'est-à-dire qu'en gros, on a une carte qui peut aussi bien s'intégrer sur un Android que sur un iPhone, que sur un Google Phone. Là, on est vraiment libre par rapport à ça. Et on est aussi universel en termes de langage. C'est-à-dire que si la personne que je rencontre parle anglais, ou parle chinois ou arabe, je pourrais quand même lui transmettre ma carte de visite sur son téléphone. Ok. Concrètement, comment ça se passe ? Du coup, t'as une techno NFC dans la carte, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc on a une carte avec une technologie embarquée NFC. On a choisi une puce extrêmement spécifique pour nos cartes. Il faut savoir qu'il existe plus de des centaines de puces NFC différentes. On a travaillé du coup pendant quelques années pour sortir ce produit sur la meilleure puce NFC qu'on pourrait avoir pour ce format de carte de visite. Et après, en fait, on crée alors, il faut savoir qu'on fabrique et on encode les puces à Toulouse, dans nos locaux. Donc, du coup, on est, en plus d'être, on va dire, encodeur, la partie technologique, on est aussi transformateur de la carte dans nos locaux. Et donc, du coup, cette puce, elle nous sert à transmettre l'information sur le téléphone de la personne que je rencontre. Et ce que je lui transfère, c'est juste une fiche de contact. Donc en fait, ce qu'il va recevoir, c'est une fiche de contact dans les contacts de son téléphone avec toutes les informations qui auront été paramétrées à l'avance lors de la commande. Donc là, on peut penser bien évidemment au nom, au prénom, au numéro de téléphone, mais on peut rajouter l'adresse mail, le site internet, une adresse physique s'il y a un besoin, ce qui va permettre à la personne qui va avoir la fiche de contact de pouvoir nous retrouver, peu importe l'information qu'elle rentre. Si jamais, alors moi c'est un peu ma spécialité, je suis pas trop nom et prénom, je sais plus, je suis une mémoire des visages, mais si je me rappelle que du coup tu travailles pour Clack par exemple, du coup je vais taper Clack dans mes contacts et je vais retrouver ta fiche de contact. Super, parfait. Du coup il y a une énorme question qui me vient, mais ça fait partie du deuxième sujet lié aux problématiques de la croissance. En gros, comment tu fais aujourd'hui quand tu lances un produit ? On est dans l'ère du service aujourd'hui où toutes les boîtes qui se lancent en mode startup font du SaaS et avec un modèle de MRR, etc. Comment tu mets sur le marché un produit comme une carte de visite, quoi ? C'est un produit qui n'a pas changé depuis longtemps. Ouais, c'est un produit qui, alors pour un peu d'histoire, la carte de visite ça a 400 ans. J'aime bien l'histoire. Ouais, moi aussi. C'est un produit qui a 400 ans. Il faut savoir qu'en fait la première carte de visite, c'était déjà le format qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors certes, les papiers ont changé, on peut faire maintenant des cartes avec du papier recyclé. Il y a aussi, on va dire, les techniques d'impression. Avant, c'était de l'encre et une plume pour écrire sa carte
carte de visite. Maintenant, on a des techniques d'impression, on peut mettre du brillant, on peut mettre du relief. Donc la technique a changé, mais la base et le concept restent le même. C'est-à-dire que j'ai une carte de visite papier que je vais donner, que la personne va traiter cette information-là, mais une fois qu'elle aura traité l'information, et ben du coup, ce que je lui ai transmis n'a plus aucune utilité. Nous, on est vraiment dans quelque chose, dans notre réflexion sur changer, le format, mais changer aussi l'usage de la carte de visite et c'est transformer ces informations-là, cet échange-là. Nous, dans l'idée de WeMet, on est parti d'un constat extrêmement simple, c'est que dans le monde, il y a 10 milliards de cartes de visite qui sont fabriquées chaque année. Parmi ces 10 milliards-là, il y en a 8 milliards qui sont jetés la première semaine après leur fabrication. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça veut dire qu'en gros, la durée de vie de 8 cartes sur 10, c'est une semaine. Ça, pour le coup, ça fait pas beaucoup. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, on s'est dit que ça paraissait fou dans un monde où, en gros, tous nos achats sont un peu dictés maintenant par l'éco-responsabilité et l'éthique. Et ça nous paraissait fou que personne n'ait trouvé une solution pour résoudre ce problème-là, d'avoir un objet qui a une seule destination, c'est la poubelle. Au mieux, et au pire, en général, c'est par terre dans les salons professionnels, on en retrouve quelques-unes. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, on est parti du principe qu'un bon déchet, c'est un déchet qui n'existe pas. Okay. On est aussi parti du principe, contrairement à beaucoup de gens, que quelque chose de 100% dématérialisé, c'était pas non plus la solution. Parce que y a aussi un retour du public, et là pour le coup c'est vraiment quand on a construit WeMet, qu'on a voulu faire ça. Alors il faut savoir que je vais faire un petit peu d'histoire du coup personnelle là. Mais c'est ce que j'allais te dire, voilà. Comment tu tombes dans la carte de visite? Alors c'est ça, alors avant ça j'ai monté une première société, une marque de chaussettes, voilà. Donc du coup on est vraiment sur deux univers différents, mais qui n'a pas marché et qui n'a surtout pas rencontré son public. Alors je l'ai pas vraiment vécu comme un échec, pour être honnête, parce que j'ai monté ça en même temps que j'étais employé, donc du coup j'ai pas pu m'y mettre vraiment à temps plein. Parce que ton parcours, du coup, si on remonte encore un peu plus loin, c'est quoi Alors du coup j'ai fait des études un peu scientifiques, j'ai fait maths P, une licence de maths appliquée, donc vraiment plutôt très très scientifique, ouais. Et après je suis parti en master en école de commerce, ce qui m'a permis d'avoir un peu ces deux casquettes là qui m'ont toujours intéressé, parce que je me suis jamais vu autre qu'entrepreneur à un moment de ma vie. Alors j'ai, on va dire, fait mes classes, c'est-à-dire que je suis allé travailler en tant que salarié, j'ai appris beaucoup, j'ai aussi appris beaucoup sur ce que je voulais pas au jour le jour, sur les techniques de management que j'ai vécues, que je voulais adopter et avec mes futurs employés, ou ce que je ne voulais pas reproduire surtout. Donc ça m'a beaucoup formé et appris. Et du coup, je me suis lancé, on va dire, dans cette première aventure sur les chaussettes qui n'a pas marché, et ça m'a appris une chose majeure, qui était que, alors pour faire simple, on avait un public, un marché très jeune, donc on va dire entre 15 et 20 ans, okay. Et on a décidé de faire du Made in France, donc du coup on était sur des tarifs plus chers que du classique, et ce marché de jeunes et Made in France cher, il n'est pas hyper cohérent, et ça n'a pas vraiment rencontré son public. C'est-à-dire que si on va demander à des jeunes de 16, 17, 18 ans d'acheter une paire de chaussettes, eux ce qui va les intéresser c'est plutôt le prix. Ouais. Le Made in France, ils n'en ont pas obligatoirement, ils n'ont pas une grande conscience en tout cas de Made in France, de cette utilité-là. Et ça, quand tu as monté cette boîte de chaussettes, c'était quoi le poste que tu occupais à l'époque? J'étais en alternance à ce moment-là, dans une société qui fait du back-end as a service dans le jeu pour les créateurs de jeux vidéo. C'est hyper précis. Okay. Ça s'appelle Extra Life. Ça m'a beaucoup appris. C'est une de mes meilleures expériences. Voilà, parce que j'ai eu des managers pour le coup très bons. Je profite pour passer le bonjour à Vandril qui nous écoute, qui écoutera sûrement ce podcast, mais avec qui on va dire j'ai encore une relation, avec qui je discute quand j'ai des questions. Ça m'a permis, avant de me lancer à temps plein dans WeMet, je suis allé le voir et lui parler, parce qu'il a une vision aussi, lui, il a vécu beaucoup à l'étranger, et il a une vision hyper intéressante. Donc du coup, ça, pour le coup, en tant que, tu vois, dans ce que je te dis, de ce que j'ai voulu garder dans l'aspect managérial, ça en fait partie, tu vois, cette expérience-là. Okay. Donc je l'ai lancé en même temps que ça. J'étais pas à temps plein dessus, parce que j'avais vraiment quand même mes horaires de travail, mais je suis un peu un hyperactif, j'aime bien faire des trucs le soir et les week-ends, j'aime pas trop ne rien faire, donc ça m'a pris du temps, j'ai profité sur ce projet-là, mais je me suis pas vraiment lancé à temps plein. Ce qui est intéressant, du coup, c'est la manière dont tu choisis aussi les business dans lesquels tu te lances. Là, on parle des chaussettes. Pourquoi les chaussettes? J'ai compris que tu avais vu à peu près un marché, et que même toi, ça devait te faire kiffer aussi de ouais, faire voilà. ça. Alors, en fait, la différence avec entre les chaussettes et WeMet, les chaussettes, je faisais ça parce que j'aimais ça. Ouais. Et en gros, je suis un fan un peu de basket, j'aime bien ça, et c'était en gros des chaussettes pour aller avec les baskets. Okay. C'était dans cette idée-là.
là, ce que je fais actuellement, ça, c'est pas un plaisir personnel, parce que si demain, même si je pense que si on va discuter avec le patron de Vistaprint, je suis pas sûr qu'il te dise qu'il est passionné de cartes de visite, mais ça, c'est plus en réponse à un besoin. Et je pense que ça fait une vraie différence aussi sur ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y avait une société qui était quelque chose que j'aimais, et donc du coup j'y ai mis du cœur, mais sans poser la question si quelqu'un allait pouvoir aimer ça. Et je trouve que ça, c'est hyper important quand on entreprend, de se poser cette question-là. Parce que c'est pas toujours le cas. Souvent, toi, tu t'es dit, je peux l'acheter vu moi. que moi, je peux l'acheter, Voilà. tout le monde peut l'acheter. Et donc, du coup, je me suis pas vraiment fait, même si j'avais fait des études, tu vois, j'ai fait un master en école de commerce, donc on t'apprend études de marché, voir s'il y a des cibles, voir s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Ouais. Mais du coup, vu que je l'aimais ça, je me suis pas posé la question. Et ça, c'est une des erreurs que j'ai fait et que j'ai pas reproduit. Pour les cartes de visite, pour Wimet, là, je répondais vraiment à un besoin. Mais pour le coup, voilà, mon expérience chez Extra Life, en plus de faire des chaussettes et de travailler dans le jeu vidéo, j'ai eu la chance, on va dire, de faire des salons professionnels, qui étaient vraiment des vrais salons professionnels, où on avait des meetings de 9h à 20h le soir. Le soir, après, derrière, on partait alors, c'est soirées avec des guillemets, hein, parce que c'était des soirées professionnelles où on était là pour rencontrer les gens dans un cadre différent, ce qui permettait aussi de faire On sait que souvent, dans ces salons-là, le business, il se fait le soir. Ouais. Donc, du coup, c'était aussi ça. Et en général, je rentrais. Alors, du coup, là, je vais pas rendre grâce à Vandril, parce que ma première tâche en tant qu'alternant chez Extra Life, ça a été de saisir toutes les cartes de visite qu'il avait reçues. Donc j'ai passé un mois à remplir des fichiers Excel interminables. Donc je me suis dit, là déjà il y a un problème, parce que la carte de visite qu'on a donnée, au lieu de finir dans le téléphone, elle a fini sur un fichier Excel. Et ça, c'est pas hyper intéressant. Tu vois, parce que pour retrouver la personne, je vais passer autant de temps à le retrouver dans le fichier Excel, retrouver le bon fichier, etc., plutôt que d'aller chercher sur Internet ou dans mes mails. On n'a pas vraiment gagné de temps à avoir donné cette carte de visite-là. Surtout qu'il y a passé des heures à tout saisir. Exact. Et plus le temps qu'on a passé à saisir les cartes, les recevoir, les retrouver. Donc c'est vrai que cette utilité-là, l'idée, elle est vraiment née ce jour-là. Okay. C'est-à-dire de me dire, voilà, je comprends pas pourquoi on fait encore ça. Elle a bien germé. Pour le coup, je l'ai gardé toujours en tête. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2016, à peu près. Ouais, ok, d'accord. Donc ça fait déjà quelques années. Okay. Exactement. Et donc du coup, l'idée a germé, et il y a à peu près 3 ans, je me suis dit, je vais créer une application de carte de visite. Quand j'étais salarié, mon emploi, c'était chef de projet digital, donc c'est aussi un peu le lien entre tous les secteurs de l'entreprise. J'ai fait un peu dans la restauration, dans l'assurance, j'ai vu un peu de choses différentes. Mais du coup, il y a 3 ans, je me suis dit, vas-y, cette application-là, c'est le moment, il faut lancer ça, c'est le bon format. Du coup, j'ai commencé à travailler dessus, à regarder le marché. Il y a un vrai marché pour la carte de visite, parce que tout le monde, peu importe les secteurs d'activité, on donne encore sa carte de visite. Alors certains pour une raison particulière, dans l'immobilier par exemple, ils en donnent énormément, c'est leur représentation. Dans d'autres secteurs, ils la donnent parce qu'ils doivent la donner, parce qu'ils en reçoivent beaucoup, donc ils veulent pas être les mains vides. Voilà, donc on a commencé à travailler sur tout ça. Le problème de l'application, c'est que ça nécessite obligatoirement que la personne l'ait téléchargée. Je suis d'accord avec toi. Et ça, pour le coup, c'est hyper compliqué. Parce que faire télécharger des applications à des gens, c'est compliqué. Il faut être compatible avec iOS, Android. Avec puis la mise à jour permanente pour avoir une application qui fonctionne. C'est exactement ça. Et puis surtout, tu n'es pas dans les contacts du téléphone. C'est-à-dire que le jour où, si je t'ai donné ma carte de visite, et que du coup, je suis dans les contacts de ton téléphone, quand je vais t'appeler, tu vas voir mon nom s'afficher. Je suis d'accord. Ce qui n'est pas le cas obligatoirement avec une application. Donc ça va être hyper complexe. Et là, pour le coup... tout le crédit vient à mon associé, qui s'avère également être ma femme, c'est pas un secret vu qu'on a le même nom, donc Anna. Elle m'a dit, pour le coup, on travaillait vraiment tout ça ensemble, parce que c'est un projet que je faisais le soir, et donc du coup elle était obligatoirement partie prenante de ça, de toutes ces réflexions qu'on a eues, pour le coup vraiment, qu'on a vraiment porté ensemble. Elle m'a dit, tu fais peut-être une erreur, parce que l'objet carte a une importance. L'objet physique, L'objet physique de la carte a une importance. Et c'est vrai qu'on s'est concentré sur ça, et il y a un phénomène qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, mais n'importe quel salarié peut le décrire. Le jour où on intègre une entreprise, le jour où on nous amène nos cartes de visite, on est content. Il n'y a pas d'explication, mais on est content. On est content parce que... on a notre nom, le logo de la société, c'est un peu un synonyme d'appartenance. Ouais. Et c'est aussi une démonstration, quand on donne sa carte de visite, un échange, c'est aussi une démonstration de je te montre que j'appartiens à cette société, et donc c'est un peu une image de moi. Et de la crédibilité aussi. Ouais. C'est la crédibilité, c'est pour ça qu'il y a des gens qui achètent des cartes papier très chères, avec du vernis hyper laqué, des formes très spécifiques, parce que leur carte les représente. Et je vais prendre un phénomène très similaire, mais dans le milieu bancaire, c'est-à-dire que on arrive maintenant à nous vendre des cartes en métal, 3
3 fois plus cher parce que la carte est noire. Et que du coup, si on a une carte noire, ça nous représente. On n'a même pas besoin de dire qu'on gagne de l'argent si on a une carte noire. Quand je sors ma carte noire au restaurant, Tu le sais. les gens le savent en tout cas. Moi, collective. voilà, exactement. Les gens le savent. Donc du coup, c'est vrai que pour la carte de visite, c'est un peu pareil. C'est un peu dans cette idée-là. Donc du coup, Anna m'a dit, en fait, il faut une carte. Donc on a commencé à réfléchir ensemble à une solution, et on a trouvé cette solution-là. On s'est dit, c'est pareil, Kevin, je vais te prendre un exemple, mais j'imagine que tu as une carte bancaire. J'ai une carte bancaire. Voilà, et en gros, sur cette carte bancaire-là, t'as pas 1 euro. Ta carte ne représente pas une somme. Sur ta carte, tu as beaucoup d'argent. Ah oui, énormément. Énormément même. Énormément. On peut dire énormément. Mais voilà, donc du coup, l'idée était là. C'était de se dire, j'ai une carte physique, mais dedans, à l'intérieur, ce que ça contient, la technologie, c'est, alors pour le coup, on a avec notre technologie, 100 000 cartes de visite papier. Ok. Donc du coup, c'est aussi ce qu'on a cherché à faire, et on a développé Wimet en partant dans ce processus-là. Et je pense que c'est aussi ce qui, aujourd'hui, fait notre... Alors, ça fait 1 an qu'on existe, donc je ne vais pas dire grande réussite, mais ce qui plaît à nos clients, c'est ça, c'est le fait d'avoir écouté le besoin. On fait, comme tu l'as dit, on fait une innovation d'usage. Oui. Donc du coup, nous, ce qu'on change, c'est pas la technologie. Le NFC, ça se développe, donc les gens commencent à connaître, etc. On n'a pas inventé le NFC. Par contre, ce qu'on a inventé, c'est ce changement d'échange, de tradition, d'usage classique de la carte de visite. Ça, c'est hyper important de comprendre que quand tu fais une innovation d'usage, si t'es pas drivé et que t'écoutes pas au quotidien tes clients et leurs retours, tu peux pas marcher, tu peux pas fonctionner. Parce que l'important, c'est comment ton usage auquel tu avais pensé au départ, tu le valides avec le marché. Tu le valides obligatoirement avec le marché. Alors, pour le coup, je vais pas te mentir, on n'a pas fait beaucoup de modifications entre ce qu'on avait pensé faire au départ et la carte qui est actuellement. C'est le talent, ça. Je sais pas si c'est le talent, mais c'est peut-être pas le talent, mais honnêtement, c'est aussi ce que nous ont apporté nos clients, c'est plus des réponses aux interrogations qu'on avait. Et justement, ça c'est hyper important, c'est comment est-ce que tu as vendu tes premières cartes. Entre le moment où tu es dans ton salon avec Anna, tu te dis ce serait bien d'avoir une carte parce que l'objet physique plaît, que tu sources un petit peu des produits, des technologies, et que tu dis ok, je tombe sur quelque chose qui est cohérent. Comment est-ce que tu le vends, les premières cartes, comment tu les vends, comment tu vas récupérer tes feedbacks clients, comment est-ce que eux te perçoivent par rapport aux autres cartes de visite ou même par rapport à la jeunesse de la boîte, etc. Oui, bien sûr. Alors, du coup, on a fait 2 choix quand on a créé la société. Le premier, du coup, c'était bien évidemment d'avoir une carte. Et le deuxième, c'était qu'on voulait les faire nous. On voulait avoir la main et on voulait pas sous-traiter cette partie-là. À l'image un peu d'un imprimeur qui imprime lui-même, nous aussi on allait faire nous-mêmes nos cartes. Ce qui nous permettait d'avoir des délais de fabrication hyper courts et d'être hyper réactifs avec nos clients. Ça, on a voulu le garder tout le long. Donc du coup, on a commencé alors on a travaillé, on a établi les premières cartes, on les a fait, imprimées, encodées, etc. Et pour trouver nos premiers clients, on est passé par quelque chose qui s'appelle, que les gens connaissent bien quand ils font des levées de fonds, qui s'appelle le Friends and Family. Ouais. Donc on est allé chercher des copains, la famille, allô maman, tu connais pas quelqu'un qui utilise beaucoup de cartes de visite et qui pourrait me donner son avis au moins. Même si on la vend pas, ou juste qu'il l'essaye, savoir comment ça marche. Alors là pour le coup, on parle beaucoup d'A/B testing, de testeurs, etc. Mais vous allez voir que ceux qui, je parle là pour le coup vraiment à ceux qui veulent entreprendre et qui écoutent le podcast, totalement. Mais si vous voulez faire des tests, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à le faire. C'est-à-dire qu'il faut pas penser que on va faire chier la personne parce que je lui ai dit est-ce que tu peux essayer ma carte de visite, etc., etc. Pour le coup, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement bienveillants et on a eu la chance d'en rencontrer tout au long. Pour être honnête, sans te jeter des fleurs, t'en fais partie aussi, Kevin, parce que on a beaucoup discuté avec toi dès la base et on a beaucoup échangé au départ du projet il y a 1 an. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants en fait envers les gens qui entreprennent, envers les produits qui pourront plaire potentiellement. Je vais pas dire que les cartes qu'on vend actuellement, c'est les mêmes que celles qu'on a vendues il y a 1 an. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient là il y a 1 an sont toujours nos clients. Et on leur offre les nouveaux produits qu'on sort. Là, on va sortir un nouveau produit, je t'en parlerai peut-être un peu après. Ouais, mais du coup, teaser un peu. Voilà, exactement. Mais du coup, on va leur offrir ce nouveau produit parce qu'ils sont là depuis le début. Et surtout, c'est quelque chose où il faut y penser, mais les meilleurs commerciaux, c'est les clients. Et chez nous, c'est pour le coup vraiment le cas. C'est-à-dire que chaque personne qui a une WeCard représente Wimet. Et
la personne à qui il va la proposer sera potentiellement un nouveau client. Okay. Et ça, on l'a toujours gardé en tête, et on s'est toujours dit que nos clients, on allait pour le coup essayer de s'en occuper le mieux possible. Et s'il y a un problème avec leur carte, alors c'est pas arrivé encore pour être honnête, mais s'il y a un problème avec leur carte, on va pas discuter sur le fait de racheter une nouvelle carte. On en envoie une nouvelle. C'est SAV au top. Ouais, voilà, c'est ça en fait, parce que du coup, ça coûte toujours moins cher le SAV et d'avoir des clients contents plutôt que de travailler une image fausse. On le voit beaucoup maintenant, je pense à par exemple un compte Instagram comme Balance Star Startup, je sais pas si tu as entendu parler, totalement. Mais du coup on se rend compte que maintenant il y a des startups qui, entre l'image qu'elles donnent et la réalité du terrain, il y a une différence énorme. Nous pour le coup on est honnête avec tous nos clients, mais même jusqu'à notre produit, c'est-à-dire que dans notre business model, on a travaillé un produit extrêmement simple. Une carte, un prix, pas de frais cachés, pas d'abonnement, pas de récurrence. C'est aussi simple que ça, parce que on voulait avoir cette transparence, et ça les clients le comprennent, et donc du coup, c'est hyper important de toujours se dire, moi si j'étais client, alors pas ce que j'aime, mais est-ce que j'utiliserais ce produit de cette façon-là? Est-ce que si un commercial ou quelqu'un d'une société vient me parler, j'aimerais qu'on m'aborde comme ça? Et donc du coup, on est hyper transparent dans toute cette phase-là. Pour répondre à ta question de base, parce que je me suis un peu égaré, mais, non, mais c'est très bien. Pour répondre à ta question de base sur comment on allait chercher nos premiers clients, amis, famille, amis des amis, et surtout on a aussi démarché des gens qui étaient potentiellement des bons utilisateurs de cartes de visite. Et donc on leur a dit, voilà, est-ce que, pour être très simple, est-ce que vous souhaitez tester notre carte de visite? On a un produit qui est sûr va vous plaire, on est sûr qu'il va vous plaire. Et sur 50 messages, on n'a eu que 3 réponses. Okay. Mais ces 3 personnes-là, elles ont testé notre produit. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est aussi le jeu. Du coup, si je résume, on a déjà bien en amont cerné le besoin de ton client, écouter ton marché pour être capable d'aller vendre directement, et pas passer 5 ans dans ton garage à essayer de sortir le produit parfait, mais plutôt d'aller tester directement. Pas avoir peur de faire chier, parce que ça les fait pas chier. Comme tu dis, tu as des gens bienveillants qui vont être ouverts à tester une nouvelle solution. Et après, de cibler. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu des retours d'amis, tu commences à cibler des sortes de personas, des clients types que tu vas adresser. Et moi je le sais, mais je tease un peu le truc. C'est qui aujourd'hui tes clients? Là du coup, ça va, je vais répondre aussi à une des premières choses qu'on a vues ensemble, c'est comment nous, nos clients, ils ont changé les questions qu'on pouvait se poser au départ de la société. Ouais. Pour être honnête, quand on a lancé WeMet avec Anna, on se disait que avec un public un peu âgé, le sans contact et la WeCard c'est des gens qui sont pas trop technophiles, ça allait moyennement passer. Ils allaient moyennement accepter de sortir leur téléphone pour recevoir leur WeCard, etc. Ça, c'était une des premières interrogations qu'on avait. La deuxième, c'était, en réalité, est-ce que les gens, la personne qui choisit de prendre une WeCard, c'est seulement quelqu'un qui aime le gadget, ou c'est vraiment quelqu'un qui a réfléchi dans la globalité de tous les avantages que peut présenter la WeCard, et il y en a tellement, comme tu le sais. Oh là là, on peut même pas tous les lister. non, mais voilà, mais donc du coup, dans l'idée, on avait plein de questions comme ça qu'on se posait. Nos clients nous ont répondu à ces questions-là, pour te donner les réponses. Nos meilleurs clients, ils ont entre 50 et 60 ans. Ok. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait data scientist et 8 ans en intelligence artificielle pour comprendre comment fonctionne la carte. Et donc du coup ça c'est hyper important. Mais nous on avait ces questions-là. Sur quels sont nos clients maintenant? Et bien pour le coup, on a vraiment de tout. On a énormément d'indépendants, et là on a tous les secteurs différents, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin d'une carte pour eux, et nous, vu qu'on a fait le choix dès le départ de fabriquer nous-mêmes, on peut fabriquer une carte, il n'y a pas besoin d'être une multinationale pour nous commander des WeCard. Et ensuite, on a ça c'est les cibles que nous on a identifiées au fur et à mesure, ça fait aussi partie de nos premiers clients. Je peux te citer bien évidemment l'immobilier, parce que c'est des acteurs et un secteur d'activité où il y a énormément de cartes. Où il y a énormément de cartes, énormément d'échanges, on rencontre tout le temps du monde. Puis l'agent immobilier qui te rappelle, si tu l'enregistres sur son téléphone, qu'il y a son visage qui s'affiche, c'est quand même toujours mieux. Exactement, on a calculé pour les agents immobiliers, par exemple, il y a un taux de réponse qui est 40% supérieur par rapport à quand ils donnaient des cartes de visite papier. C'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, c'est vrai que pour eux, il y a un vrai avantage. Et il y a surtout un avantage économique. On va pas se mentir, mais acheter une carte qui peut te durer 5, 10, 15, 20 ans, comparé à acheter 200 cartes, puis en racheter 200 le mois d'après, etc., et du coup, le fait de ne pas avoir de récurrence, c'est hyper intéressant pour eux. Pour toi, justement, de ne pas avoir de récurrence, comment ça se passe après en termes de business model et même de vision de la croissance? Parce que tu vends un produit
qui potentiellement, comme tu le dis, peut durer 5 ans, 10 ans en fonction de l'utilisation. Alors nous, dans le business model qu'on a construit, on a fait ce qu'on appelle un pari. On n'est pas parti comme tout le monde en disant voilà, il existait des solutions d'application où par exemple c'était 5 € par mois. Ouais. Parce que c'est les gens qui l'utilisent, ils en ont besoin, ça les dérange pas de payer 5 € par mois comparé à des cartes de visite papier, si ça marche bien, bref. Il y avait toujours cette récurrence, parce que c'est vrai que si tu vends une carte... Ça rassure. Ça rassure, parce que je me dis, je veux toujours ma carte, etc. Mais nous, de notre côté, c'est vrai qu'on se dit, mais en gros, j'ai une WeCard, j'ai plus jamais besoin d'une nouvelle WeCard. Alors là, il y a deux astuces. La première astuce, c'est, de notre côté en tout cas, c'est qu'on a fait un choix, un choix qui a été, encore une fois, pour le client. On s'est dit que nous, notre carte, on voulait pouvoir transmettre l'information partout, tout le temps, et peu importe la situation dans laquelle je me trouve. Si la personne que je rencontre n'a pas de réseau internet, alors moi, j'ai pensé à ça parce que ça m'est arrivé. J'ai fait un salon à Cologne, on est en sous-sol, il y a beaucoup de monde, tu captes pas, tu peux faire ce que tu veux, tu es en edge, tu n'y arrives pas. Donc si tu es obligé de passer par internet pour transmettre ta carte, du coup, potentiellement tu peux ne pas arriver à la transmettre à la personne à laquelle tu veux la donner. Ouais. Donc nous on a fait le choix de mettre les informations en local dans la carte. Mm-hmm. Il y a une seule contrainte à ça, c'est que si on veut faire une mise à jour, changer une information, du coup on est obligé de réémettre une nouvelle carte. Donc nous, dans notre business model, ça rentre comme ça, puisque... C'est plutôt le renouvellement des cartes. C'est le renouvellement et les mises à jour. Pour être honnête, la mise à jour, elle n'arrive pas aussi régulièrement qu'on pense. Nous, des mises à jour principales qu'on fait, on change rarement de numéro de téléphone professionnel et d'adresse mail professionnelle, en général, ça arrive rarement. Ce qui peut arriver, c'est quand on change de poste, mais encore une fois, on change pas tous les ans de poste normalement, ou alors c'est vraiment une belle évolution, et dans ce cas-là on peut se permettre d'acheter plein de WeCard. Et sinon, ce qu'on a eu, parce qu'on a eu le cas il y a pas longtemps, un changement de nom. Par exemple, quelqu'un qui s'est marié, du coup la personne change de nom, et donc du coup on est obligé de refaire une nouvelle carte, et du coup réactualiser toute la carte. Dans notre business model, quand on réémet une nouvelle carte de mise à jour, c'est un tiers du prix environ, pour donner un ordre d'idée. Donc c'est pas non plus très engageant, pour donner des prix, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais les WeCards sont vendus entre 30 et 50 € en gros. Donc c'est pas non plus un prix exorbitant à mettre d'entrée très cher, et la mise à jour c'est 12,50 €, peu importe le modèle de carte qu'on ait choisi. Okay. Donc du coup il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est là où on a fait un pari, c'est de se dire que dans le monde actuel, une personne qui va passer 15 ans, 20 ans, 25 ans dans la même société, comme c'était le cas peut-être dans les années 80, ça n'arrivera plus. En tout cas, ça c'est le pari qu'on a fait. Donc du coup on s'est dit que la personne qui avait sa WeCard, qui a passé 2 ans dans sa société, 3 ans dans sa société, et qui va changer de boîte... Elle va ramener la techno avec elle. Elle va ramener la techno avec elle, et elle recommandera une WeCard avec sa nouvelle société. Parce que toutes les WeCards sont 100% personnalisées, avec le logo de la société, donc elle aura besoin d'une nouvelle carte. Nous, à ce moment-là, on récupère les anciennes, on les recycle, parce que du coup, c'est toujours quand même dans cette idée de ne pas vouloir jeter. L'idée, et le pari qu'on a fait, c'est ça, c'est de se dire, comparé aux autres, nous, qu'il n'y ait pas de récurrence, c'est pas grave, parce que la récurrence, elle va venir du turnover récurrent et régulier, et du mouvement, on va dire, des personnes entre entreprises. C'est ça qui va nous ramener des clients, et surtout ce qu'on veut faire, plus que gagner de l'argent, c'est aussi changer un marché mondial. L'utilisation. Et on a un marché mondial, donc c'est vrai que... Là, on parle d'un marché de la France qui a 67 millions d'habitants. Non, ça représente pas, pour être honnête, la France ne représente pas... Alors on est français, donc bien évidemment, on va pas commencer à aller travailler au Japon, mais c'est vrai que le marché principal, c'est le marché américain, asiatique, qui sont des très gros marchés, des très gros consommateurs de cartes de visite, mais on est en France, donc on va bien évidemment commencer par la France. Et on voit qu'on a quand même des choses à faire, parce que pour le coup on est français, on n'a pas à se cacher, donc autant commencer par nous, et pour une fois dire, alors l'environnement, l'écosystème, parce que ça c'est un peu le... Tu reviens à ton Made in France quand même. J'y reviens. Alors, on dit pas qu'on est Made in France, parce qu'on va être honnête, et pour le coup c'est pas un secret, il n'y a aucune entreprise en Europe qui fabrique la technologie de la puce NFC. Okay. Voilà. Ça, donc on a fait le choix de pas dire qu'on est Made in France, même si la barrière d'entrée est faible et qu'on pourrait le dire, on a toujours fait ce choix de jamais le dire, parce que ça n'a pas de plus-value pour nous, pour être honnête. Et c'est aussi selon le secteur, c'est aussi des choses auxquelles il faut penser. Ça sert à rien des fois de dire on est Made in France pour dire on est Made in France. Nous, ça ne nous apporte pas de plus-value. À notre produit, il n'y a aucune plus-value de dire il est Made in France. On fabrique à Toulouse, et on a des délais de livraison qui sont entre à peu près de 5 jours ouvrés pour recevoir la carte chez soi. Les gens, ils comprennent que ça vient pas de Chine ou d'Amérique du Sud, ils vont le comprendre rapidement. On pourrait pas livrer aussi rapidement dans tous les cas sinon. Okay.
Donc du coup, l'écosystème, on va dire français, il est hyper important, il est hyper moteur pour le coup. On est incubé à Toulouse dans un incubateur pour start-up qui s'appelle le Starter de la mêlée numérique. Et donc du coup, c'est vrai que du coup, on voit qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'idées et c'est hyper intéressant parce que c'est hyper moteur. Et on va commencer par se développer en France et on ira dans les pays voisins et après plus loin dès qu'on le pourra, on espère rapidement. Il y a une question qui me vient parce qu'on parle d'écosystème startup, on parle de boîtes qui se créent, de boîtes qui grossissent vite. La question de la levée de fonds, j'ai quelques réponses par rapport à ça, on y a travaillé ensemble dessus, mais comment tu l'as vécu et surtout, est-ce que c'est une nécessité pour toi? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet épisode-là aussi? Bien sûr. Alors du coup, nous, on a un associé, une associée, investisseur dans la société, qui nous a aidés dès le début. Alors pour le coup, on pensait très facilement trouver des investisseurs, on n'avait pas besoin de gros montants, oui. Mais on pensait pouvoir trouver des investisseurs facilement dans notre cercle proche. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas aussi facile que ça. Que le jour où qu'il fallait vraiment un bon projet, poser des chiffres aussi, parce que les gens... ça a beau être toi de la famille, soit des amis, soit mais entre le moment où on en parle et le moment où il faut signer le chèque, ouais. il y en a qui sont partis en courant et que tu vois plus. Mais nous ça n'a pas été le cas, hein. Pour le coup on a discuté très librement avec toutes ces personnes-là, mais ça s'est pas fait. Et c'est finalement quelqu'un qui nous avait commandé une carte parmi les early adopters, qui nous avait dit moi votre produit je l'aime bien, et si un jour vous cherchez quelqu'un qui a des compétences, des connaissances et bien évidemment un peu d'argent, je serai là pour vous. Et on est allé le contacter le jour où on a eu besoin. Pourquoi on a levé des fonds? On a levé des fonds pour pouvoir accélérer, parce qu'au démarrage de la société, on a toujours tout gardé dans la société, c'est-à-dire que tout ce qu'on gagnait, on l'a remis pour pouvoir améliorer les cartes, faire de la recherche et développement. Donc on a vraiment travaillé sur le produit en lui-même le temps qu'il soit le plus abouti possible, mais on avait besoin d'un peu d'argent pour accélérer, on va dire, les choses. C'est-à-dire que quelque chose qui nous aurait pris 2 ans, là avec cet argent-là, ça allait nous permettre de le faire en 4 mois. Donc lever des fonds pour gagner du temps. Donc lever des fonds pour gagner du temps. Donc là pour nous c'était hyper important, et donc comme tu le disais, tu le sais mieux que personne, tu nous as beaucoup aidé sur cette partie-là, sur aussi comment se structurer, parce que je connais aucun entrepreneur qui est bon dans tout. Voilà. Et pour le coup, j'ai quelques défauts. Souvent, j'ai un peu d'ego mal placé sur certains sujets, parce que quand c'est mon idée, c'est mon idée. Mais mais plus sérieusement, pour le coup, j'ai vraiment pas d'ego mal placé. Quand je sais pas, je vais chercher quelqu'un qui sait. Okay. Et ça, c'est hyper important. Et pour le coup, ça fait partie des conseils que j'essaie de donner, en tout cas à chaque fois qu'on me pose la question. Mais même Jeff Bezos, Steve Jobs, et tu peux prendre n'importe quel créateur, même Elon Musk, tu vois, autant génie qu'il peut être, ils sont entourés des meilleurs. Et le fait de s'entourer, c'est hyper important. Alors dans la levée de fonds, c'est encore plus important, parce que tu as besoin d'avoir un bon comptable. Et on allait chercher un bon comptable. Tu as besoin de quelqu'un qui va te structurer toute la on va dire, l'environnement, ton pitch deck, comment pitcher ta société, quoi présenter en premier. Ça, si tu l'as pas fait avant, et si t'es pas un spécialiste des levées de fonds, tu vas chercher des gens qui sont compétents dans ça. Pour le coup, nous, on est venu te chercher. Et ça a plutôt bien marché, parce qu'on a réussi, et on l'a fait plutôt rapidement. Donc, félicitations encore. Ouais, merci, félicitations à nous, je pense. Mais du coup, voilà, c'était vraiment ce qu'on a cherché à faire, c'était de s'entourer sur les sujets qu'on connaissait pas. Et c'est ce qu'on continue à faire au jour le jour, parce que du coup, il y avait ce sujet de levée de fonds, mais derrière, on a des sujets qui naissent au jour le jour, c'est-à-dire que maintenant, on commence à avoir des sujets de RH, de recrutement, ce qu'on avait bien évidemment pas au début. Et encore une fois, ça c'est un vrai métier, donc on va chercher, on questionne, qu'est-ce qu'on fait, sous quel format, on embauche, stagiaire, alternant, CDI, CDD. Toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on se pose pas vraiment avant qu'on soit au pied du mur, quoi, tu vois. Donc du coup, on a eu tout ça. Par contre, on a fait une chose, c'est que dans la levée de fonds, on est allé chercher ce dont on avait besoin, et on est allé chercher des gens qui vont nous accompagner aussi. On n'est pas allé chercher juste de l'argent. Ouais. On est allé chercher des gens qui pouvaient nous apporter quelque chose un peu plus immatériel, des connaissances. Du réseau. Du réseau, bien évidemment. De la stratégie. Donc tout ça, on est allé le chercher. Et on a été drivé, nous, par une chose tout le long, c'est que notre meilleure levée de fonds, c'est notre chiffre d'affaires. Entièrement d'accord. Et ça, quand tu regardes un peu l'écosystème startup en France, t'as tendance à l'oublier. Quand tu discutes avec
avec des sociétés qui ont levé des dizaines de millions d'euros, tu t'oublies un peu le principal. Mais c'est vrai que quand tu commences, alors pas toutes, il y en a qui sont très rentables. Moi je suis en relation avec une société à Paris qui a levé plusieurs dizaines de millions d'euros même, et pour le coup qui ont un business model hyper rentable. Donc du coup, eux, il y avait un vrai intérêt parce qu'ils veulent, ils ont besoin, ils sont sur un marché hyper concurrentiel, donc il y a une vraie utilité. Mais il y a encore beaucoup de sociétés qui lèvent de l'argent pour cramer un peu du cash, et du coup ils oublient un peu le principal qui est quand même qu'à un moment, ta société elle doit gagner de l'argent. Et si ta société elle commence à être positive dans 20 ans, c'est quand même hyper compliqué. C'est quand même, en tout cas moi dans ma vision, alors pour le coup c'est un peu personnel, mais dans ma vision de la société, quand même le but c'est de gagner de l'argent à un moment. C'est pas juste d'en cramer. Alors, si t'es Elon Musk et que tu fais des fusées qui vont revenir sur Terre, tu peux cramer de l'argent. Parce que t'essaies non mais tu vois, ça va prendre du temps de la créer. Ça va prendre du temps, mais voilà, le mec à un moment il essaie aussi de changer le monde. Donc si t'essaies de changer le monde, crame de l'argent. Là et pour le coup, lève des fonds. Mais il y a des sociétés qui font, je sais pas, de l'assurance, des trucs, tu vois, toutes les fintech, assurtech, etc. T'en as beaucoup qui sont là et qui crament de l'argent, alors que c'est un marché qu'on connaît. Alors, je pense que dans leur pitch deck, eux, pour le coup, ils doivent être plutôt bien calés, mais il y a un moment, ta meilleure levée de fonds, c'est ton chiffre d'affaires. Parce que c'est ce qui va te permettre de te développer en interne, sans te diluer, sans aller chercher d'autres personnes qui auront un avis différent. Tu vois, Et puis tu parlais aussi de t'entourer. Quand tu t'entoures de tes clients, c'est quand même le mieux parce que c'est là que tu as tes retours les plus bruts. C'est-à-dire que quelqu'un qui est content, il va te le dire, quelqu'un qui est pas content, il va aussi te le dire. Ouais, bien sûr. Donc c'est, et pour le coup, ça fait partie des... voilà, on parlait des leçons entre les chaussettes et maintenant. Ouais. Du coup, une des leçons que j'ai, et ce qui change vraiment, c'est que quand j'ai commencé les chaussettes, cette marque de chaussettes, j'étais employé. Donc j'avais un salaire. J'étais plutôt bien, on va dire, dans ma vie. Alors, je gagnais pas des centaines de milliers d'euros, j'étais alternant, donc on va pas se cacher. L'alternance en France non plus. T'étais à quoi 6-7 000 par mois net? Voilà, ça, ça. Ouais, net, après impôt. Après impôt, ouais. Donc du coup, non mais voilà, je roulais pas sur l'or, mais j'avais une sécurité financière. J'avais une vraie sécurité financière. Et c'était pas mon boulot à temps plein, c'était un peu un hobby, pour être honnête. Quand tu démarres une société, si tu as envie de réussir, et alors pour le coup, ça c'est un conseil que je vais donner mais qui marche avec des personnes qui sont un peu comme moi, il faut pas que tu aies de filet. C'est-à-dire qu'il faut que tu te lances, faut à la limite sauter sans parachute parce qu'il faut être à peu près aussi fou que ça pour lancer une société. Tu nous en parles de ton non-parachute Non mais voilà, mais en gros dans l'idée, pour t'en parler, ça s'est plutôt mal passé dans mon ancienne société que j'ai quittée, et du coup j'ai pas eu on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une rupture conventionnelle, donc j'ai pas eu de chômage dès le début qu'on peut toucher quand on démarre une société, donc je suis parti là pour le coup vraiment sans filet. C'est-à-dire que si on réussit pas, on gagne pas d'argent. Et ça pour le coup c'est hyper important. C'est quoi ton état d'esprit parce que du coup tu crois en ton projet, donc quand tu quittes ta boîte, que t'as pas de chômage, tu te dis bon de toute façon j'ai pas le choix là, il faut que j'y aille, donc t'es sans filet, t'es dos au mur. Soit tu fais du chiffre d'affaires, soit tu retournes essayer de trouver un emploi. C'est ça, exactement. Donc alors, t'as des phases de doute J'ai des phases de... Oui, bien sûr. Alors, si la personne qui te dit qu'elle a pas de doute, c'est un fou furieux. Honnêtement, c'est juste un fou. C'est un mec qui se remet pas en question. C'est un mec qui se remet pas en question, surtout. Ouais. C'est extrêmement vrai. Mais le vrai truc, alors là, pour le coup, moi, j'ai un avantage. C'est que je suis associé avec ma femme et que souvent, quand moi, j'ai des doutes, elle est là pour prendre du recul. Et quand tous les deux, on a des doutes, et du coup, on est bien entouré parce qu'on a des gens autour de nous qui prennent du recul pour nous. Et qui nous font remettre les choses en perspective. Ça c'est hyper important. Mais mon état d'esprit c'est j'ai monté ma boîte, on commence à avoir des clients, j'ai un projet qui marche, et là je me pose juste une question. Est-ce que je pense que je vais réussir à développer ce produit-là, donc notre WeCard, la carte de visite. Est-ce que j'ai l'impression de faire quelque chose où je me sens utile ? Parce que c'est aussi hyper important, tu sais, gagner beaucoup d'argent, c'est hyper cool. Ça, je vais pas te mentir, hein, c'est hyper sympa, tu pars en vacances où tu veux. Mais 90% du temps que tu passes, c'est au travail. Ouais. Tes vacances, ça représente rien sur une année. Tes week-ends, ça représente rien. Les restos, ça représente 0 actuellement. Non mais voilà, tu vois, clairement. Donc du coup, c'est vraiment pas c'est vraiment pas la majorité du temps. La majorité du temps, tu la passes au travail. Donc si tu veux faire quelque chose qui te plaît un minimum, du coup, ça va pas le faire. T'as besoin de donner du sens.
t'as besoin de donner du sens. Donc du coup, c'était aussi une des questions que je me suis posée. Est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Et bien pour moi, ça avait du sens. Clairement, de me dire, voilà, je veux changer quelque chose, inventer quelque chose, et changer les usages. Pour le coup, ça, dans l'usage, c'est hyper important. Le mec a créé Nespresso, mis à part tout l'argent qu'il a gagné, il a changé un usage du quotidien. Donc ça a du sens ce qu'il a fait. Tu vois, alors Elon Musk, il a changé un usage, et fusée, ça a explosé, il la ramène, tu vois, il a changé un truc. On le connaît parce qu'il a changé un truc. Et alors, sans vouloir être célèbre, hein, tu vois, c'est pas ça la question, mais c'était le plus dans le fait de donner du sens à ce que je fais. Donc du coup, une fois que ces deux questions m'ont été répondues, alors, vous lancez pas avec 0, sans salaire et sans chômage. Voilà. Si vous faites ça, peu de la folie. Ça, c'est un peu de la folie. Pour le coup, j'avais un peu d'argent de côté, j'avais prévu de pouvoir tenir quelques mois en pouvant réussir à vivre quelques mois. Et vu que tu avais axé ta stratégie sur direct faire du chiffre d'affaires, c'est ça. Tu pouvais aussi te rassurer en te disant, bon, bah, si j'arrive à faire X, je pourrais réussir à faire 10 fois ça. Ça me permettait de vous revenir, on va dire. Okay. Le fait d'avoir fait rentrer un investisseur, bien évidemment, nous a un peu rallongé cette période de doute, de se dire jusqu'à quand je vais pouvoir, il faut que je sois rentable, à quel moment, etc. Donc tout ça, on l'avait réglé en amont. Donc du coup, je me suis dit, voilà, en partant, on en a discuté avec Anna, et on s'est dit, voilà, on y va à temps plein, parce que elle est juriste, bientôt avocat, on croise les doigts, donc elle en ce moment, elle est plutôt sur les études pour devenir avocate, donc du coup, elle n'a pas trop de temps, elle a du temps, on va dire, sur les questions juridiques, mais elle n'a pas trop de temps au quotidien. Donc, on pense fort à toi, Anna. Ouais, c'est ça, exactement, on pense très fort à toi. Mais du coup, elle a pas de temps, et surtout, elle n'a pas de revenus, parce que, voilà, étudiant. Moi, du coup, si je quitte, on n'a pas de revenus, donc on n'a même pas un salaire pour deux qui permet de pouvoir survivre. Donc on s'est dit, voilà, quand on a lancé Wimet, on a 8 mois devant nous, où on se donne à fond pour voir où on en est. On a fait rentrer un investisseur, ce qui nous a permis de rallonger un peu ce délai-là. On est passé de 8 à 12 mois, parce que on ne va pas tout faire passer en durée. Et puis, le premier mois est passé. Et au bout du premier mois, on s'est dit, bon, on commence à avoir des clients. Et surtout, ce délai-là, je ne me suis jamais mis en tête, moi, de me dire, bon, j'ai 12 mois, je suis large. Pour moi, dans mon état d'esprit, j'avais 0 mois. C'est-à-dire que si je gagnais pas ce que je dois gagner ce mois-ci, si je remplissais pas mes objectifs, j'étais pas bon. Okay. Tu vois. Et ça, cet état d'esprit, le fait de, tu vas sauter sans parachute, pas avoir de filet, tu prends l'image que tu veux, mais c'est vraiment ça. Non, mais d'avoir pas le choix et de se dire il faut avancer. Exactement. Et en fait, ça, c'est plutôt dans l'idée de se dire aussi, être en gros à 100% sur le projet. Ouais. Pour le coup, le week-end, le soir, et ben du coup, mine de rien, on pense à ça. Des fois, 2h du matin, tu te lèves et tu prends une note parce que tu as oublié de faire un truc dans la journée. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. On entend souvent parler du focus, de se dire, essaie pas de t'éparpiller. Si tu montes ta boîte en parallèle d'un taf à côté, tu t'es jamais en danger. Et à partir du moment où t'es pas en danger, tu n'iras pas puiser dans tes ressources pour t'en sortir. Exactement. Très bien. Pour terminer, parce que du coup on arrive à la fin de cet épisode, est-ce que tu peux nous raconter la vente dont tu es le plus fier? Ça peut être une grosse vente, ça peut être une petite vente. Le montant, en fait, on s'en fout un peu. C'est plus de te dire, tu vois, pas un cas d'école non plus, mais celle qui t'a le plus marqué en tout cas. Alors, la vente qui m'a le plus marqué, c'est quelqu'un qui est venu vers nous. Donc c'est pas moi qui ai fait... j'ai des exemples de ventes où j'ai démarché pendant des mois, ça s'est signé... Pour être honnête, j'ai des ventes où ça s'est signé 6 mois après le premier contact, 8 mois après le premier contact. Mais c'est des plutôt gros deals où on a gagné un peu d'argent vraiment grâce à ça, parce que c'est pour des grosses sociétés avec des grands noms connus. Mais c'est pas ça là que je vais te raconter. Je vais te raconter une vente où c'est quelqu'un qui est venu vers nous. Il est venu vers nous début septembre dernier. Ok. Et les salons professionnels étaient encore actifs. Alors on était masqués, mais il y en avait encore quelques-uns qui se déroulaient. Et cette personne, en fait, elle a fait un salon, et elle a rencontré quelqu'un dans la journée qui avait une WeCard, et du coup qui lui a transmis sa carte comme ça. Et en fait, cette personne, elle m'a contacté, et elle m'a dit, voilà, en fait, j'ai vu votre carte dans ce salon-là, et je voudrais en faire une. Moi, je me suis dit, bon, super, on a un nouveau client. Et je me suis dit quand même, je vais encore un peu échanger avec lui, parce que je voulais avoir son ressenti. Ça, c'est toujours... La découverte. Tu vois, aussi la découverte de... Les retours. Voilà, le retour de comment la personne, elle a perçu ça. Et alors, c'était un monsieur qui avait 50 ans, et... Cœur de cible. Et ouais, cœur de cible pour moi. Alors, on pensait pas au départ, mais finalement, cœur de cible. Et il m'a dit, voilà, en fait, j'ai reçu 80 cartes, j'ai rencontré 80 personnes dans la journée, j'ai reçu 80 cartes de visite, et une fois, quelqu'un lui a donné la WeCard. Il m'a dit, le soir, quand il est rentré, il est allé voir sa femme, et la seule chose qu'il lui a raconté de sa journée, c'est cet événement d'avoir reçu
la WeCard. Alors, il y a le petit côté, l'effet waouh, on en profite encore tant qu'on peut parce qu'on est au début, mais c'est hyper important parce qu'en fait, plus que le fait d'avoir l'effet waouh, c'est aussi l'image que la personne qui avait la WeCard a laissée. Et ça, c'était hyper important pour nous. Donc du coup, bien évidemment, on lui a vendu une carte. Aujourd'hui, c'est un de nos meilleurs ambassadeurs, parce que du coup, il la montre à tout le monde, il parle de nous. Et le fait d'avoir pu échanger avec lui, ça a aussi instauré ce climat hyper sympathique avec lui. Et ce climat qu'on a instauré avec lui quand on a échangé, lui l'instaure avec ses prospects, ses potentiels clients, à chaque fois qu'il donne sa carte de visite. Donc en fait, vraiment, c'est plus que donner une carte de visite. C'est vraiment changer l'échange de la carte de visite. C'est se dire, bah, du coup, j'ai transmis mon information, mais j'ai aussi établi un contact. Et puis ça monte ton état d'esprit. J'ai établi un contact sans contact, bien évidemment. C'est bien ça. Pas mal, bravo Samuel. Et pour terminer, si tu devais vendre une WeCard à quelqu'un, n'importe qui dans le monde, même une personnalité qui est décédée, tu la vendrais à qui ? C'est une bonne question. Je la vendrai à ma mère parce que j'ai jamais réussi à lui en vendre une. Non, alors j'ai réussi à lui en vendre une, c'est une de nos premières clientes, donc ça c'est pas le cas. Mais je pense que je pourrais la vendre à Steve Jobs. Alors, il est... bon, alors, bien sûr, il est plus là, mais du coup, pour être honnête, Apple est tellement complexe dans ses mécanismes et bloque tellement les sécurités et encore plus du NFC. Ça, tu le sais, oui. C'est-à-dire qu'Android a ouvert le NFC depuis 2012 et Apple a commencé à réfléchir en 2020. Donc du coup, j'aimerais lui vendre une WeCard et lui parler un peu du NFC et pouvoir en discuter avec lui. Donc je pense que ça serait plutôt sympa. Topissime. Bon bah du coup si tu peux remonter le temps et du coup aller en vendre une à Steve Jobs, je viens avec toi du coup. On ira faire les VRP ensemble. Je pense qu'on ira aussi un peu lever d'argent. Ouais aussi ouais, on pourra en profiter. Exactement. Bah super, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Samuel pour ton retour d'expérience. C'est hyper intéressant d'avoir des retours terrain de personnes qui se lancent et qui réussissent du coup, parce t'as pas levé 1 million et t'es pas en train de cramer, tu fais du chiffre d'affaires, la boîte est rentable. Donc bravo encore et bravo à Anna qui t'accompagne dans cette aventure. Ouais, merci à toi. Et peut-être à prochaine fois sur un nouvel épisode. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup.